Bonjour, donc comme on vous l'a dit, je suis de l'association Montpellier Libre. À Montpellier Libre, on promeut les logiciels libres, la culture libre et les biens communs. Aujourd'hui, nous allons parler de Google et nous allons nous poser la question de savoir s'il existe une vraie alternative à Google. Bien sûr, les libristes répondront oui, mais je crois que dans la table ronde, tout le monde ne sera pas du même avis. Je pense qu'il faudrait poser le problème inversement. En fait, il existe des logiciels libres qui sont naturellement utilisés. Donc, Internet, par exemple, est un logiciel libre, enfin une façon de voir les choses, une façon libriste. La majorité des serveurs sur Internet dépendent de solutions libres. Donc, existe-t-il effectivement des solutions alternatives aux logiciels libres? Oui, éventuellement les GAFAM et notamment Google. Donc, il faut le regarder plutôt par ce côté de la lorgnette. En fait, les solutions naturelles sont des solutions évidemment libres plutôt que des solutions propriétaires et privatrices de liberté. Donc, il faudrait plutôt le regarder comme ça. En tant que professionnel du web, j'ai forcément peut-être une analyse un petit peu différente, surtout si on la recentralise autour de Google, qui par définition met à disposition des utilisateurs beaucoup d'éléments de manière libre. J'entends par là la différence entre libre et gratuit, qui pour moi me paraît important. La donnée est accessible, après l'usage qui en est fait, c'est tout autre chose. Et c'est vrai que ne faut pas se leurrer non plus. On ne peut pas avoir des technologies qui sont mises à disposition, qui sont maintenues, sans quelque part que la maintenance ait un coût qui doit bien être supporté d'une certaine manière. Donc c'est vrai que dans le cas de Google, pour être vraiment dans le vif du sujet, c'est quand même une structure qui est juste cotée en bourse, donc il y a aussi une contrainte économique majeure et qui tire ses revenus à 90% de la publicité. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on a énormément d'éléments gratuits qui sont mis à disposition, qu'on peut réutiliser à quelque niveau que ce soit les contenus cartographiques, des données diverses et variées. C'est sûr que, par contre, il y a une contrepartie à tout ça, qui est que quand on utilise ce genre de solution, on donne aussi de son information de vie en échange. Alors, est-ce que c'est du libre ou pas? Là, c'est le sujet. Alors, je vais prendre un petit peu ton contre-pied, Glaise, là-dessus. Oui, on le dit souvent, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut payer les infrastructures, les serveurs, voilà, les data centers. Mais pour autant, ce qui me dérange un petit peu dans l'approche, c'est qu'il n'y a pas que les clients de Google qui sont indexés dans les documents ou dans les données qu'ils récupèrent. Donc on peut ne rien avoir accepté de Google, ne pas être client de Google, ne pas être utilisateur, et pour autant avoir ces données accessibles ou, on va dire, au moins enregistrées par des tierces personnes. Là, oui, effectivement, on peut se trouver dans ce cas-là. Après, on a moyen de dire non, je ne veux pas y être. Je veux limiter, si j'ai mon site et autres, le fait d'être présent. Après, ça veut dire que quelque part, on ne voudrait pas être indexé. Donc, est-ce que c'est un aspect de vie privée que tu veux mettre en exergue là-dessus? Ou est-ce que c'est, moi, j'irais plutôt le focus, c'est je me sers de Google. Bon, après, on va être objectif. Aujourd'hui, Google en France, c'est à peu près 90% à 95% des utilisateurs. Donc, je veux bien qu'on se focalise sur les 5 autres pourcents. Je veux bien qu'on parle même des projets qui ont coûté des sommes faramineuses, comme Quant et autres, ça fait des années qu'on attend que ça sorte. Mais clairement, même les Américains ont une dépendance à Google moins forte que nous. Donc la réalité, c'est que si c'est aussi présent, c'est qu'on y a trouvé tous un intérêt. Que ce soit parce que le premier usage qu'on en fait n'est pas que la recherche, mais tout simplement nos terminaux portables. Les téléphones portables aujourd'hui, majoritairement, fonctionnent avec Google. Donc c'est vrai que déjà, on a ce genre de choses. La majorité des tablettes aussi. Donc moi, je n'ai rien contre les solutions alternatives. Preuve en est qu'aujourd'hui, elle ne perce pas tant que ça. Alors, j'ai une autre lecture de la situation que toi. En fait, je suis juriste avec une spécialité en droit des affaires et en propriété intellectuelle, et je me consacre dans l'univers de la recherche et de l'expertise à ces matières dans plusieurs pays, en Europe et en Afrique. En fait, ce qui se produit, c'est que de deux solutions l'une. Où on est dans l'ouverture, où on est dans la fermeture.
Et cela dans tout ce que l'on fait, où on est au milieu et puis il y a un maximum de personnes au milieu. Mais dans l'ouverture ou dans la fermeture, on va créer des droits différents. Si on est dans la fermeture, on va s'accaparer les droits d'utilisation. C'est ce que fait Google. En fait, en nous permettant d'utiliser apparemment gratuitement ces services et en vendant nos données, il va en fait établir des contrats avec des prestataires de services qui vont faire que si vous voulez utiliser leurs services, alors vous êtes obligé d'aller sur Google. La contrepartie de cette gratuité, ça n'est pas que l'utilisation des données, c'est aussi l'utilisation exclusive des outils de Google. Si vous avez un smartphone et que vous êtes sous Android et que vous voulez avoir accès à certains services, alors il vous faudra être sur Gmail, une adresse électronique qui est faite par Google, et maintenue par Google, et pour utiliser très souvent Google pour pouvoir faire vos recherches. Donc c'est un modèle juridique et économique qui existe, mais qui n'est pas le seul. Dans le monde du libre, nous privilégions d'autres modèles économiques, des modèles qui sont dans l'ouverture, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir accéder au code source, le regarder, l'étudier, le modifier, et quand on l'a fait, on le restituera à tout le monde, et les autres pourront s'en servir pour en avoir une utilisation commerciale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que certains moteurs de recherche alternatifs font cela. Et Quant est un moteur de recherche qui existe, qui est né et qui est une alternative à Google. D'autres moteurs de recherche se sont dit, ce qui est mauvais dans Google, c'est qu'il accapare nos données et qu'il est aussi qu'il nous impose de passer par certains services. Donc pour éviter tout ça, on va faire un filtre à Google. On va en fait permettre aux gens d'avoir une recherche via Google, mais on va l'empêcher d'accéder à nos données et donc de nous imposer de passer par certaines applis. Voilà, donc il y a des alternatives à ce modèle de Google qui sont tout aussi efficaces et dont certaines passent aussi, c'est le paradoxe, par Google. Parce que le monde n'est pas si tranché que ça et les frontières entre le libre et le privateur sont souvent poreuses. Juste, effectivement, ça je l'entends à la limite. Je repars juste du principe et de l'usage qui en est fait à ce niveau-là. Ce qu'on décrit plus, c'est pas un débat sur le libre ou autre, c'est un débat sur une situation monopolistique comme le monde économique en a connu par le passé à de multiples reprises, rien de plus. Donc c'est vrai qu'effectivement, quelque part, ce qu'on reproche à Google indirectement, c'était son succès initial, puisque le modèle initial en bêta, c'était en début des années 2000. Quand j'ai commencé à m'en servir, c'était 98. C'est vrai qu'effectivement, on est plutôt dans cette culture-là. Après, il y a un succès commercial qui suit, mais je pense que quand on regarde dans les faits, oui, les alternatives existent. Bon, Quant a quand même été un gouffre financier énorme aujourd'hui d'argent public pour un usage qui reste malheureusement très très faible. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros investis au plan européen pour un usage, j'entends pas par là par l'efficacité, mais l'adoption par les utilisateurs. À un moment donné, elle a été faite. On ne peut pas aller contre le sens de l'histoire, qui est de dire, effectivement, je serais ravi qu'il existe une alternative à Facebook, sauf que tout le monde s'en sert. On n'est pas sur du libre, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que les internautes ont trouvé autant d'intérêt à Google si, quelque part, les alternatives étaient aussi pérennes? La problématique, elle est là, c'est qu'elles existent, mais elles ne sont pas utilisées. Quand on regarde, effectivement, je reprenais l'exemple du smartphone, oui, effectivement, tous les smartphones sur Android vont être contingentés à ceux sur Google. Bon, effectivement, quand on prend un iPhone, on sait déjà où on va, c'est déjà beaucoup plus calé. Il n'y a pas, malheureusement, d'alternative tierce qui est percée de manière magistrale et aussi dominante sur le marché à ce jour. Les tentatives existent, je ne les nie pas, je ne nie absolument pas et leur intérêt et leur modèle, je dis simplement que par rapport à l'utilisation par la majorité des personnes, ça ne se produit pas comme on le souhaiterait quand on est dans cette dynamique du libre, hélas.
Non, mais effectivement, il existe des produits, enfin. Hein. Moi, ce que je regarde, c'est que c'est surtout la fermeture des données. Hein. C'est qu'à un moment donné, on va récupérer des données et qu'ensuite, on va les utiliser, ces données. Le sujet a été abordé avec Gmail. En fait, le problème de Gmail, c'est pas que ça marche ou ça marche bien. Il y a d'autres alternatives qui sont aussi libres. Mais le problème, c'est que quand je reçois un mail de Gmail et que je réponds à ce mail, là, Google récupère mes informations. Il y a une solution à ça, c'est chiffrer ces données. C'est pas à la portée de tous. On fait des ateliers de chiffrement, on apprend aux gens comment chiffrer les données. C'est avec des clés PGP, par exemple, mais c'est pas donné à tout le monde de le faire. Voilà, de fait, quand vous recevez un mail de Gmail, vous participez déjà à cette organisation de données vers Google. Et ça, c'est logique. On n'a rien signé à ce moment-là. Hein, qu'on signe des CGU, c'est un fait aussi. Hein, les CGU d'utilisation de Google, il faut les lire jusqu'au bout. Savoir que, par exemple, vous donnez toutes vos données à Google, Facebook le fait également, et que vous renoncez au bout d'un an à toutes ces données, à tous ces projets. Quand vous mettez en ligne des rendez-vous, des choses comme ça, vous renoncez à la propriété de ces contrats éventuellement. Et après, je vous donne pour défi de réclamer ensuite la paternité de ces informations, sachant qu'il va falloir à un moment donné attaquer Google aux États-Unis, hein, ce sera les États-Unis, avec le droit américain et avec un avocat américain. Donc ça va être extrêmement compliqué, je vous souhaite beaucoup de chance. Donc il vaut mieux se prémunir au départ, et il y a des solutions qui sont libres, qui sont tout à fait significatives. Après, l'ambiguïté du logiciel propriétaire et du logiciel gratuit, en fait, il faut arrêter de croire que le logiciel libre est un logiciel gratuit. En fait, souvent, dans les 4 libertés, la première liberté, c'est l'accès au code source. Donc, pour maximiser l'accès au code source, on établit une gratuité de fait, mais ce n'est pas une gratuité automatique. Le logiciel libre peut être vendu. En général, il est gratuit, mais après, il y a des formations, après, il y a un entretien, après, il y a un tas de choses, des développeurs aussi qui sont dans le libre, qui sont des humains comme les autres, hein, et qui ont aussi des dépenses, qui vont manger et tout ça, quoi. Donc partir dans un concept de logiciel gratuit, logiciel libre, c'est faux ça. C'est excellent de mon propos. Encore une fois, quand il y a un faux ami qui est cet amalgame entre le libre et la gratuité, il y a quand même un écosystème, quoi qu'il en soit, qui est existant, et effectivement, il y a quand même des coûts inhérents à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'effectivement, les alternatives existent, le chiffrement est une réalité, pour montrer. Voilà, si on continue même dans l'approche anxiogène au niveau d'un Gmail, il faut savoir que quand vous avez un mail Gmail, quand vous regardez vos mails en haut, vous avez 2 bandeaux publicitaires dont les contenus sont optimisés en fonction des mails que vous recevez. Nous, en tant que publicitaires, c'est une solution qui nous arrive d'exploiter sans état d'âme. On a des retours et des performances totalement efficaces là-dessus, parce qu'effectivement, quelque part, c'est extrêmement ciblé, ça fait sens. Aujourd'hui, c'est une réalité. On sait qu'effectivement, une des problématiques où là, par contre, c'est pas, le droit peut se limiter à du droit européen, pas forcément du droit américain. Le monde de la presse aujourd'hui a eu d'énormes problèmes de dépendance en termes d'audience sur ces sites internet à Google, qui s'est lui-même pris à un moment donné pour un site de presse avec sa partie actu. Simplement, quelque part, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, en tant que référenceur, quand des supports viennent me chercher avec comme mission d'être bien placé dans Google, il ne faut pas que ces mêmes supports viennent se plaindre de la dépendance à ce support. À Google, je ne suis pour rien dans la situation, je ne peux que la constater. Je travaille avec des médias qui se plaignaient de ne pas avoir assez d'audience et qui, dès qu'ils sont dans cette partie actu de Google qui vient les visiter régulièrement, se plaignent que quelque part ça leur enlève de la légitimité. À un moment, je dis simplement, il faut être juste un peu honnête avec soi-même et revenir à la base. Si l'usage doit être dévoyé et s'il y a un risque que l'on informe les gens du risque, me paraît tout à fait normal.
Après, agissons en connaissance de cause. Quand vous parliez des CGU, c'est évident. Les conditions générales d'utilisation sont un prérequis évident. Quand on est sur Facebook, on renonce à tout le droit, y compris les photos que l'on met. Donc c'est vrai qu'à partir de là, soyons un peu réalistes, arrêtons de nous en servir si on ne veut pas se retrouver dans la posture d'être, je dirais, se sentir victime d'une situation. À partir du moment où on est libre et que le consentement est libre quant à l'usage, c'est vrai que c'est des fois un peu délicat. Là où je vous rejoins après, c'est vrai qu'effectivement, c'était des propos qu'on a dans l'aparté sur la différence entre le libre et la gratuité. Des fois, l'exploitation réelle d'une solution qui se veut libre au départ, quand on additionne les coûts des différents intervenants de la chaîne, ne reviendra pas moins cher à long terme, que ce soit de la formation, que ce soit des développeurs qui vont devoir intervenir dessus, que l'usage d'une solution sur un modèle locatif plus traditionnel. Je parle simplement du coût des deux quand on le répercute sur un aspect pro. Sur du particulier, il est évident que quand on peut ne pas avoir à payer un logiciel, on le fera tous, c'est beaucoup plus sage. Il y a des logiciels qui font à peu près toutes les fonctions de logiciels payants, basiques, sur un modèle gratuit qui existe. Moi, j'ai rien contre ce fonctionnement-là, au contraire. Je dis simplement, voilà, est-ce que les fonctions sont les bonnes? Que nous a amené Google? On peut faire le même débat avec Apple, sauf qu'Apple, au moins, déjà à la base, on sait qu'on va payer, quoi qu'il en soit. Mais c'est qu'effectivement, ça nous a beaucoup simplifié la vie. Donc c'est vrai qu'effectivement, ils sont rentrés dans notre usage et dans notre quotidien par la simplification de celui-ci. L'agenda, les fonctions de tableur et autres, tout ce qui va être centralisation des rendez-vous, qu'on soit sur un smartphone, une tablette ou un ordi, c'est vrai qu'effectivement, c'est parce qu'il y avait ce vide initial qu'eux s'y sont engouffrés. Si on revient, allez, on va dire 15 ans en arrière, quand ils sont juste un moteur de recherche, le débat qu'on a là, on a le même sur Microsoft, sauf que quelque part, on est sur la licence payante dès le départ. On n'a pas l'ambiguïté, on va dire, dans l'image. C'est un petit peu le débat. On part tout de même d'une hypothèse qui est celle d'une confiance dans l'acteur économique, qui est, ma foi, qui peut être aussi remise en cause parfois. Alors, sur Google particulièrement, je n'ai pas connaissance de malversation, mais on ne compte plus les exemples de gens qui rapportent des télécommunicantes qui gentiment uploadent 300 mégas de données, on ne sait pas où le soir, sans aucun contrat existant. Ce qui est vrai sur Google, c'est vrai que là le débat est très centré sur Google, mais est vrai en fait sur les technologies fermées en général. Mais il y a deux débats en un. Il y a le débat de l'outil et le débat de la donnée. L'outil, on peut être pro-libriste, je le suis moi-même, je crois que tout le monde aura compris. On peut être pro-logiciel privatif, et ce pour d'excellentes raisons. Tout le monde n'est pas informaticien, tout le monde n'a pas les compétences ou le temps de les acquérir, tout simplement. Mais par contre, la donnée concerne tout le monde. Et la donnée concerne aussi des gens qui n'ont pas forcément les mêmes possibilités de se défendre. Socialement, Google est clivant. C'est-à-dire que des gens disposant d'un bagage éducatif suffisant peuvent imaginer, mettre en place un serveur, des solutions alternatives. Je veux dire simplement dégoogliser un téléphone Android, c'est pas à la portée du premier venu. Ça demande une certaine compétence technique. À l'opposé, dès le moment où on n'a pas ces ressources-là, on est contraint de faire appel à des sociétés ou à des services qui sont relativement chers. Voilà. Donc au niveau social, on a déjà un clivage économique entre les gens qui peuvent se permettre de se passer de Google et les gens qui ne peuvent pas. Mais si on parle des réseaux sociaux, on a aussi des gens qui peuvent exercer leurs droits et des gens qui ne peuvent pas. Je pense notamment aux mineurs. Un enfant a son droit à l'image, c'est le droit qui nous le dit, mais néanmoins, il n'est pas encore en âge de le défendre. Les données appartiennent déjà à Facebook parce que quelqu'un, alors les parents peut-être, la famille, les amis, les a uploadés, a signé un contrat qui accorde un droit sur une donnée qui ne lui appartient pas. Et là, justement, les possibilités de retrait sont nulles. Mais si on prend par exemple une chose très simple, vous pouvez sur Facebook vous détaguer, vous désidentifier d'une photo, mais vous n'avez nulle part, en tout cas à ma connaissance, l'option « je ne veux jamais que tu m'identifies et oublie-moi ». Donc là où Google me gêne vraiment, c'est à la fois ce côté clivant, et c'est également le côté usage futur. C'est-à-dire qu'on fait un prêt en aveugle. Aujourd'hui, on autorise les photos, de plus en plus, alors pas au travers de Google, mais encore que
On commence à avoir de l'identification vocale. Vous donnez des accès à une manière de vous reconnaître. Vous donnez des accès à de la biométrie, de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on va en faire dans le futur? Parce que la technologie évolue. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dangereux maintenant que ça ne va pas le devenir plus tard. Et ces données-là, on en perd la propriété. Ça, c'est difficile, je trouve. Donc oui, effectivement, c'est clivant. Oui, le droit sur nos données peut nous interroger. Je crois que la première des choses, c'est d'avoir conscience, d'être sensibilisé. Parce que, en fait, les gens ne le sont pas. On s'est rendu compte qu'on a fait une projection à Montpellier, on fait beaucoup de choses sur le droit des données, et notamment des ciné-débats. On va animer d'ailleurs dimanche un ciné-débat sur l'affaire Snowden, mais là on a animé un ciné-débat sur les jeunes loups du web et un autre sur Nothing to Hide. Donc quand on clique sur j'accepte les conditions générales d'utilisation, si on regarde le temps que l'on passe sur les conditions générales d'utilisation, on se rend compte que les gens, en moyenne, cliquent au bout de 2 ou 3 secondes. Ils n'ont pas eu le temps de lire ces conditions générales d'utilisation. Rédigées dans un langage juridique, c'est-à-dire au XXIe siècle, un langage du XIXe, comprenant des mots complexes, techniques, en français et en anglais. Mauvaise traduction française de textes anglais pour la plupart, parce que ce sont des anglo-saxons qui ont rédigé ces textes. Et donc les gens abandonnent. D'ailleurs, dans les jeunes loups du web, on disait que s'il nous fallait lire toutes les conditions générales d'utilisation en moyenne de ce que l'on utilise comme site par an, on passerait 258 heures à lire des textes juridiques. Aucun d'entre nous le fait. Et pourtant, ne le faisant pas, on renonce à tous nos droits face aux GAFAM. Alors moi, ce qui me gêne, c'est effectivement les choix individuels sur les droits des données. Sur Internet, il y a un droit à l'oubli qui existe au niveau des textes, mais qui ne peut pas exister au niveau de la technique. Mieux que ça, il y a même des sites qui se proposent de recomposer toutes les données que vous avez voulu effacer et que vous avez voulu oublier. Donc ce droit à l'oubli, soyons clairs, la technique ne nous l'accorde pas, même si le droit nous dit que nous l'avons. Et très souvent, ce droit à l'oubli, nous ne l'exerçons pas, en plus. Ça, c'est un fait. Par contre, n'oublions pas une chose. Google, c'est une entreprise. C'est aujourd'hui dans le monde 1000 ou 1500 salariés. C'est aussi 4 fois et demi le produit national brut du plus petit État de la planète. Ça veut dire que 1000 ou 1500 personnes ont une capacité de choix sur quasiment 2 milliards d'internautes, 95%, donc presque 2 milliards d'internautes, 95% de 2 milliards d'internautes, et que ces personnes sont plus puissantes que les États. Et donc quand ils arrivent pour négocier les contrats, ils imposent les conditions qu'ils désirent. Et moi je vous pose une question. Vu ce que l'on fait de nos données et que l'on ne connaît pas aujourd'hui, avec ce prêt que l'on accorde à une société, que se passe-t-il? Est-ce que nous, en tant que citoyens, puisqu'on nous dit que les données ab initio nous appartiennent et que par contrat, on les confie à quelqu'un, puisque nos données nous appartiennent, est-ce qu'on n'a pas un droit de regard à exercer sur ce type de société et ce qu'elles font de nos données? Est-ce qu'on n'a pas à réfléchir collectivement à ça et à choisir ou imposer d'autres modèles économiques que celui qui consiste à nous dire « clique sur I accept parce que tu le feras en 3 secondes, je prends tes données, j'en fais ce que je veux, et demain tes projets m'appartiennent, tes photos m'appartiennent, toute ta vie m'appartient. Tes relations de travail, tes relations personnelles, tout m'appartient et j'en fais ce que je veux. » Et après, du coup, je croise les données et je vous envoie des informations publicitaires par rapport à vous poser les choix, quoi. Mais après, il faut rester optimiste parce que si on regarde un peu, si on observe un peu Google, les GAFAM en général et puis Microsoft, on s'aperçoit qu'ils s'intéressent beaucoup au logiciel libre, au monde du libre, à cette économie un peu
un peu autrement, vu autrement. Et on voit l'acquisition de plusieurs distributions Linux, par exemple, par Microsoft, à l'implication de Google, par exemple, contributeur, l'un des plus grands contributeurs au noyau Linux. Donc c'est pas par hasard, hein, c'est pas des philanthropes, tout ça. Ils se projettent un petit peu dans l'avenir, ils regardent un petit peu le logiciel libre, la façon d'aborder les choses, tous ces nouveaux concepts. Et je pense que les GAFAM, mais Apple aussi en général, je pense que le modèle des GAFAM est bien dépassé, que les gens ont bien compris qu'il y avait un intérêt à passer au logiciel libre, que c'était important, gratuit, c'était important aussi de préserver un peu ces données, ces informations, tout ça. Et je pense que dans l'avenir, les gens vont venir vers des solutions qui sont complètement ouvertes. On le voit, il y a quand même des migrations au niveau de Barcelone. On le voit aussi au niveau de Montréal, ici en France, Nantes, Rennes, malheureusement pas Montpellier. Mais la Société Générale, une banque, va passer complètement au logiciel libre, va héberger ses données sur des serveurs libres, Linux, et des applications complètement libres. Donc c'est pas par hasard que tout le monde migre vers ces données. Et bon, il faut faire attention. Il y a une affaire qui est passée récemment avec les militaires là, qui avaient un GPS et en fait on savait où ils étaient pendant qu'ils faisaient leur petit parcours de santé et finalement on pouvait jeter une bombe là-dessus et c'est là où il y en avait le plus. Donc faites attention à vos données, surveillez bien à ce que vous faites et puis surtout quand vous êtes militaire, quoi, ou dans l'éducation, ou dans la sécurité, favorisez des solutions libres. Au moins vous savez ce que fait la donnée, hein, comment ça passe et voilà, soyez prudents, quoi. Nous discutions avec mon voisin hors micro tout à l'heure en disant qu'en fait une grande partie de la solution est dans l'éducation de l'utilisateur. Et en fait l'éducation, bon, il y participe très amplement, je dois lui rendre ça très souvent dans mon établissement d'enseignement. Et cette éducation, elle commence très jeune. On commence à la voir déjà en primaire. Moi, j'ai des jeunes enfants, je vois que déjà en primaire, on voit des intervenants venir leur expliquer. Alors là, c'était sur Quant la semaine dernière, sur l'intérêt de leurs données, etc. Mais on reste quand même sur des formations très théoriques qui n'offrent pas encore d'alternative. Et ça reste un vrai problème. L'enfant suit la formation, a conscience qu'il y a un problème, et à 4h30, se retrouve sur YouTube. Alors nous, justement, à Montpellier Libre, on fait des formations, on fait beaucoup d'éducation populaire et on forme des gens qui peuvent être des spécialistes, comme les journalistes, les avocats, mais aussi des gens qui sont dans les écoles, des personnes qui sont dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Et justement, après, on met en place des ateliers pour leur apprendre à se servir de certaines choses. Il ne faut pas nier non plus la loi du nombre. Ce n'est pas évident pour les jeunes de se passer de ce que leur offrent les GAFAM. Parce qu'ils sont, et je ne les excuse pas pour autant, je dis qu'il y a de l'éducation populaire à faire, de l'éducation à la jeunesse et une éducation forte. On se rend compte qu'ils nous disent souvent, mais si moi je ne suis pas sur Facebook, si moi je ne suis pas sur Gmail, mes copains y sont. Et ça me fait un peu, j'ai l'air un peu bête si je n'y suis pas. Et donc c'est vraiment une éducation que l'on a à faire au niveau des enfants, mais aussi au niveau des parents, parce que le suivi se fait à la maison, pour pouvoir essayer d'évoluer sur cet état de fait. Je pense que l'éducation nationale s'en rend compte. Je vous disais que en fait, j'ai la chance et l'opportunité de mener des travaux dans différents pays, avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, mais aussi avec l'UNESCO. Et on est en train justement de penser ça au niveau de l'éducation et dans tous les pays du monde, parce que on est à un temps, comme disait Pascal, de prise de conscience que c'est peut-être pas comme ça qu'on a envie de continuer à vivre. Alors effectivement, on est dans une prise de conscience. Est-ce que la question c'est de se dire, est-ce qu'on a créé un monstre? Peut-être.
Et c'est une possibilité, ce qui est en train de nous manger, c'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure non plus. Après, c'est quand même nous qui l'avons créé par nos choix d'utilisateurs de s'en servir. Hein. Quand on arrive à la genèse de ce dont on parlait initialement de Google, d'autres moteurs de recherche existent sur ce marché-là à ce moment-là, début des années 2000, quid de Lycos, quid de Nomad, quid de Yahoo et de son index, quid d'AltaVista ou des moteurs, même d'Exalid ou des choses qui ont pu exister au plan européen. Étonnamment, toutes ces tentatives-là, elles ont échoué. Alors c'est vrai qu'effectivement, après, là où je suis assez en phase, c'est sur l'aspect éducatif par rapport aux enfants. Bon, nos ados ont un avantage énorme, c'est que pour eux, les outils dont on parle sont déjà obsolètes. Facebook, donc on parlait des GAFAM, donc le GAFAM, c'est quand même une dominante de gros outils du marché. Aujourd'hui, Snapchat n'en fait pas partie. On est sur le culte de l'éphémère volontairement, effectivement, avec cet intérêt-là pour les enfants, c'est que ça se supprime très vite, en théorie en tout cas. L'image est intéressante. On est sur d'autres types de réseaux sociaux avec des temps d'adoption courts et des durées de vie plus courtes de leur côté. Donc c'est vrai qu'effectivement, ils sont plus à port que nous. Peut-être parce que, quelque part, soit ils ont déjà conscience de ça, j'en doute à leur âge, soit il y a un effet, effectivement, d'adoption de nouvelles pratiques à ce niveau-là. Après, effectivement, là où je suis assez en phase, c'est qu'on pourra leur dire tout ce qu'on veut. Ils retourneront quand même sur YouTube le soir. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on ait une alternative à YouTube. Au contraire. Sauf que, preuve année, qui parle encore de Dailymotion, de Vimeo, les alternatives sont... il y en a eu, mais quelle est ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas? En fait, elle est en développement. On fait un appel à dons. On organise un crowdfunding. En fait, c'est Framasoft qui veut faire une alternative justement à YouTube. Donc on attend les dons. On va bientôt arriver à ce qu'on avait demandé, et du coup on va pouvoir lancer le projet très rapidement là. Donc ça va arriver, c'est Framasoft qui est à l'origine de tout ça. Si vous le voulez, en fait, bien évidemment, comme tous les êtres humains, on vit dans une société, on vit dans une économie, on a un toit au-dessus de nous et on doit manger. À partir de ce moment-là, on doit générer de la valeur. Mais dans nos projets ou dans nos entreprises, ce choix de générer de la valeur se fait de façon libre. On ne veut pas être lié à quelque chose qui nous imposerait une façon, qui nous imposerait des choix contre lesquels on voudrait aller individuellement, instinctivement, ou parce qu'ils sont contraires à nos valeurs. Ce qui veut dire en clair que dans le monde du libre, souvent les personnes se disent finalement, on rend un service d'intérêt public, on rend un service aux citoyens en proposant des alternatives qui ne vont pas pomper leurs données et en leur proposant de pouvoir échanger ou partager des connaissances, des photos, etc. Et donc, pour cela, on va se financer par la foule. On va se dire que si on a 1 million d'utilisateurs, si ce 1 million d'utilisateurs nous donne 1 euro, alors on pourra exister et on sera libre de nos choix. Pardon. Et donc, en fait, c'est pour ça, tu disais tout à l'heure, libre, c'est pas gratuit, c'est vrai. Et c'est pour ça que vous voyez des appels à dons de toutes ces communautés. C'est pas parce qu'elles n'ont pas d'argent, c'est parce qu'elles refusent d'avoir d'autres sources d'argent pour demeurer libres. Je pense que c'est important aussi de faire un focus sur ces business models alternatifs qui fonctionnent en grosse partie sur des dons parce qu'on rend une mission de service public à certains moments. Alors, je saute un peu du coq à l'âne, mais on a souvent cette discussion avec mes étudiants. Et une réflexion que j'entends chaque année, c'est moi, j'ai rien à cacher. Alors ça, je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire. À chaque fois que j'entends ça, je dis, ok, et ta prochaine analyse de sang, tu l'envoies à ton assureur juste avant qu'il calcule ta prime? Est-ce que tu es prêt à partager avec tout le monde, chaque instant, là, l'endroit où tu es, ce que tu as émis, tes opinions politiques, etc. En fait, on a tous quelque chose à cacher, enfin, ou en tout cas, ne pas dévoiler à tout le monde. On veut contrôler nos données, en fait, surtout, on veut contrôler l'endroit où elles atterrissent. Et le stockage fait partie du problème. La donnée, elle vous concerne, elle est enregistrée. Mais où est-elle enregistrée? Tant qu'elle n'est pas contrôlée par vous-même, c'est que vous dépendez de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, qu'il soit associatif, qu'il soit professionnel, aura des frais. Alors,
on sent bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein, dans ce qu'on dit tous. Même sur des initiatives comme Framasoft, qui sont excellentes de mon point de vue, la question qui m'interroge, c'est tout simplement, et sur le long terme, une infrastructure, ça coûte cher à monter, mais ça coûte cher à faire vivre. Donc ça veut dire que, est-ce qu'on va tous accepter de payer tous les mois quelque chose pour se tenir à l'abri? Est-ce qu'on va accepter une part de risque? Je pense qu'on sera quelque part entre les deux. Hein. La solution n'est ni toute blanche ni toute noire. On se retrouve là-dedans dans un univers qui est beaucoup plus compliqué qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, vous vouliez disparaître, vous pouviez vous fondre dans la masse. Essayez juste de vous rendre compte des chiffres. Nous parlions tout à l'heure de 2 milliards d'internautes, à peu près. Je pense que c'est le bon ordre de grandeur. La machine sur mon bureau fait 2,7 milliards d'opérations par seconde. Voilà. Donc, ça, c'est juste une machine de bureau. C'est pas un supercalculateur. C'est pas... On devient identifiable individuellement. Et nos données le deviennent également. Vous n'êtes plus noyé dans la masse. Donc, cette surexposition aux algorithmes, aux méthodes de recherche, au fait de devenir la cible de publicité ciblée, justement, change complètement la donne. Et ça, on doit l'intégrer dans nos nouveaux modes de vie. Oui, je pense que tu as bien résumé, effectivement, le fait de dire que l'argent reste malheureusement le nerf de la guerre, c'est une évidence, parce que c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas occulter cet phénomène-là. Le stockage des données, tout le monde trouve plus confortable de stocker ces données quelque part accessibles n'importe où, donc du cloud, mais il ne va pas se poser la question de qui paie le serveur et qui l'héberge. C'est sûr que, comme tu dis, il y a 20 ans, début des clés USB, on se promenait avec nos données sur une clé USB. Bon, on protégeait la clé USB, on avait un problème, on mettait un coup de pied dedans, on la brûlait, on faisait ce qu'on voulait, les données disparaissent. Là, aujourd'hui, effectivement, on a décidé d'arrêter d'utiliser des clés USB pour avoir tout stocké. Encore, voilà, je me suis arrêté à la clé USB, je ne suis pas remonté aux disquettes. On a volontairement, par confort, choisi de les avoir accessibles en ligne quelque part. À un moment donné, on tend le bâton pour se faire battre. Il faut bien imaginer que ce stockage, quelque part, où qu'on le mette, que ce soit voilà, sur un compte Google, que ce soit sur du iCloud, que ce soit chez Amazon, où on veut, quelque part, oui, on va payer pour cet usage nouveau. On ne peut pas avoir un usage qui en soit gratuit. Et c'est vrai que quelque part, on tend le bâton au fait que non seulement ce grand Satan l'utilise, et quelque part, on ne va pas se leurrer. Hein. L'utilisation, je suis à peu près convaincu qu'elle est faite. Hein. Je suis à peu près convaincu. Mais que quelque part en plus, on tend le flanc aussi à potentiellement un piratage qui fait que, quelque part, les données sont récupérées. Je crois que c'était Yahoo qui s'est fait pirater 500 millions de comptes. Juste comme ça, effectivement. Et c'est vrai qu'après, c'est un point de vue qui s'entend aussi, hein. Plus la technologie sera accessible du plus grand monde sur le libre, plus potentiellement on aura toujours un petit malin qui sera en capacité de trouver une faille quelque part. D'autres la corrigeront, mais lui trouvera la faille et permettra de l'exploiter. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a aussi ce phénomène-là sur lequel on ne peut pas non plus se voiler la face, et qui est qu'à partir du moment où on a eu le confort de stockage distant de l'information, on a la Poste aujourd'hui qui propose de stocker toutes nos informations, toutes nos factures, toute notre vie, de façon à pouvoir en un clic le récupérer. C'est quand même vachement confortable. Alors je te l'accorde, bon, après tes étudiants, je ne pense pas qu'ils aient beaucoup d'analyse de sang à montrer à leur assureur. À part la voiture, a priori. Par contre, quid de l'usage des photos de la feria sur Facebook qui pourraient servir à leurs parents ou à expliquer que quelque part ils n'étaient pas là où on pense, je suis pas sûr. Je pense aux analyses des lendemains de soirée. Là. Ah, ils sont pas assurés quand même. Donc mais par contre, voilà, il y a des usages masqués, effectivement, il y a une immaturité dans leur fonctionnement qui s'entend parfaitement. Après, voilà, le stockage distant amène aussi une autre problématique. La question est individuelle, effectivement. Et la question individuelle est importante. On prenait l'exemple des analyses de sang d'un jeune. Imaginez que, bien heureusement, la majorité des jeunes se portent bien. Mais imaginez le seul qui ait un problème, ou les quelques pourcents qui ont un problème, par exemple de cancer, qui ne serait pas détecté tout de suite. Il se ferme un certain nombre de portes si l'analyse de sang est effectuée. Il faut savoir quand même que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on vous a parlé des algorithmes. Vous savez que les algorithmes permettent de croiser des données et d'en avoir des conséquences. Certaines conséquences, on les recherche, on veut le fruit de cette recherche, et grâce à l'algorithme que l'on trouve, on y arrive. D'autres, on ne les recherche pas, et c'est l'algorithme qui nous les fait trouver. Sachez que Google a des algorithmes tellement puissants
qu'il détecte, par exemple, une épidémie de grippe 2 semaines avant les épidémiologistes. Tout simplement parce que, comme tu le disais, on est 95% de la population utilise Google, et quand on tombe malade, la première des réactions, c'est de se dire « Tiens, j'ai mal à la gorge, et je vais aller sur Internet, je vais voir si peut-être il y a un médicament qui peut me convenir, ou un produit autre qu'un médicament, ou si la pharmacie d'à côté est ouverte. » Et donc, tous ces petits signes, toutes ces petites traces que l'on donne à Google, et qui n'indiquent pas directement que nous sommes malades et que nous avons la grippe, en les croisant, amène Google à la conclusion que nous avons la grippe. Et donc, 2 semaines avant, les médecins chargés de contrôler les épidémies. Donc, je ne sais pas si vous voyez la puissance de ce que font en fait les algorithmes de cette société. Donc ça, c'est sur le plan individuel, puissance du calcul. Sur le plan collectif, le problème, c'est que toutes ces données sur nous, si on les croise et si on les utilise, on peut en tirer une application qui est positive, mais on peut aussi en tirer une application qui est difficile. Et c'est tout le spectre du totalitarisme qui se met en branle. C'est-à-dire que si demain on a quelqu'un qui refuse les gens qui ont les yeux bleus, les gens qui ont les cheveux blonds, n'importe quel signe, et que ces signes-là ne soient pas des signes apparents, eh bien aujourd'hui, avec la puissance de nos algorithmes et de ceux de Google, ils sont capables de faire ça. Ils sont capables de mettre en place des choses qui vont à l'encontre de ce que l'on fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment terriblement gênant. Quelle est la solution alors ? La solution, c'est de s'emparer, c'est que le citoyen s'empare en fait de ces données, assume ce qu'on appelle la souveraineté numérique, c'est-à-dire disent, moi il y a des choses, je ne suis pas d'accord avec. Alors je ne suis pas d'accord avec et je n'utilise pas du tout, ou je ne suis pas d'accord avec et j'ai une utilisation parcimonieuse, mais je vais aussi demander des comptes aux gens qui prennent les données. Je vous donne un exemple très simple. Je fais partie de l'April, j'anime la communauté April pour l'euro. April, c'est une association qui travaille sur le droit du logiciel libre aussi. Et vous avez une belle exposition April ici, que je ferai visiter dimanche pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin que ce qui est sur les textes. Eh bien, avec l'April, par exemple, on est en train d'analyser un contrat. Microsoft est revenu à la défense. La défense française était sous logiciel libre et dernièrement, Microsoft et la défense sont passés en contrat. Le problème, c'est que sous logiciel libre, souvent on utilise Linux, c'est pas obligatoire, mais souvent on l'utilise, qui n'a pas de virus, et sous logiciel libre, on ne peut pas nos données. Il est très dangereux pour des ministères comme celui de la Défense d'avoir des logiciels qui incorporent ce qu'on appelle des backdoors, c'est-à-dire des portes, si vous voulez, qui sont dérobées, par lesquelles on va pouvoir, et qui ont des failles de sécurité. Donc on va pouvoir piller les données. Et donc on demande des comptes au ministère de la Défense et à Microsoft, et on analyse leurs contrats, et on essaie d'arriver à une pratique et à des usages qui ne pompent pas les données du citoyen et qui ne permettent pas d'aller vers des injustices qu'on ne pourrait pas maîtriser. Oui. Mais ça j'entends parfaitement, mais ça reviendrait à dire qu'il n'y a pas de faille de sécurité sur Linux. Moi je dirais qu'il y en a, mais qu'elles sont plus vite corrigées, voilà. En fait, ça c'est un des aspects qui moi m'intéresse fortement dans le logiciel libre, c'est l'aspect qualité du logiciel. C'est-à-dire qu'en ouvrant le code source, on s'expose. Oui, on montre les endroits où on n'est pas bon. On a beaucoup de mal avec les jeunes programmeurs à leur dire « Allez, expose ton premier projet sur Internet, montre ». Ils passent en général, moi je sais que je vois au travers du Fab Lab, nos jeunes, on passe 3-4 mois à aller travailler au corps avant qu'ils publient leur premier projet. Mais immédiatement, vous allez avoir des gens qui vont s'intéresser au projet, essayer de collaborer. Pour collaborer, ils vont relire le code source. Alors, contrairement à ce qu'on entend souvent, on ne relit pas un code source pour le plaisir. 500 000 lignes de C, croyez-moi, c'est assez indigeste. Mais
ces gens-là vont vous donner de meilleures habitudes de programmation, vont vous faire bénéficier de leur expérience, vont vous corriger des erreurs. Et surtout, quand on vous remonte une erreur, vous êtes tenu de la corriger. Vous ne pouvez pas la laisser publiquement, éternellement non patchée. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, bon alors là le grand nom généralement qui revient c'est Microsoft, hein, comme l'exemple du mauvais étudiant, mais on a des logiciels, alors j'aime pas trop le mot privatif, mais on va dire close source, voilà, dans le sens fermé, qu'ils soient gratuits ou pas, qui ont trimballé des erreurs de sécurité pendant des années. Je pense qu'un des beaux exemples qu'on a eu dernièrement concernait le hardware, hein, sur lequel les grands fondeurs de puces, qui équipent la plupart des ordinateurs, se sont rendus compte dernièrement qu'il y avait un gros pépin de sécurité qui affectait tous les ordinateurs depuis 92, 13, je crois, quelque chose comme ça. Donc on est sur du hardware fermé, donc des choses sur lesquelles du matériel sur lequel les gens n'ont pas les plans, qui ont été relus par les experts des sociétés Intel, AMD, etc., et qui pourtant sont passés à côté d'une grosse bêtise. Donc, le fait d'ouvrir comme ça le logiciel, très souvent, est synonyme d'une meilleure qualité. Pas forcément d'un usage plus facile, parce qu'après là, on a des côtés culturels, notamment liés à Linux, au système Unix, qui font qu'on change complètement les paradigmes d'utilisation. Et voilà, bon, je suis un grand fan d'OpenOffice, mais j'ai mis quelques années à réussir à refaire ce que je faisais sous Word assez naturellement, parce qu'il faut réapprendre un certain nombre de choses. Donc la migration vers le logiciel libre ne se fait généralement pas sans assistance et sans un certain temps. Non, mais je pense qu'on peut accompagner dans un premier temps justement l'économie faite par les licences. On peut la redéployer vers une formation du personnel. Par exemple, si on décide de passer toute une administration au logiciel libre, LibreOffice ou OpenOffice, enfin moi je préfère LibreOffice, l'économie qu'on va faire de suite, on la redéploie dans la formation. Alors ça, en fait, c'est intéressant parce qu'en plus, ça va valoriser le personnel. Le personnel va être formé à quelque chose, à l'utilisation d'un logiciel, à l'utilisation aussi de Linux ou d'autres logiciels par la suite. On l'a vu notamment quand la gendarmerie a migré en deux parties. Première partie, c'était Windows et ils ont installé, donc c'était Firefox, Thunderbird et LibreOffice. Donc tout ça la première année, et la deuxième année, ils sont passés à Ubuntu. Et du coup, la gendarmerie devient un contributeur, parce qu'en fait, quand on adopte des logiciels libres, après, il y a une charte à respecter. Et l'idée, c'est après, comme des entreprises comme la gendarmerie, c'est ensuite de développer des bouts de code et de les partager à la communauté. Alors, comme disait notre collègue, c'est un gage quand même de garantie, parce qu'on voit vraiment comment il fait le logiciel. D'autres exemples que Linux, c'est Wikipédia par exemple, où tout le monde peut participer à la confection d'articles. Et OpenStreetMap, c'est comme Google Maps. Peut-être certaines personnes connaissent Google Maps. L'idée, c'est très collaboratif, très citoyen comme opération. Nous, on fait des cartoparties citoyennes sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. On le fait dans la région de l'Hérault, pas forcément qu'à Montpellier. On fait aussi sur des cartoparties humanitaires. On l'a fait notamment c'était où, en Guinée, oui. Donc c'était par rapport à l'épidémie Ebola. Donc là, on a pu le faire Google. Avec Google, c'était tout simplement impossible. On a fait participer les gens qui étaient sur le terrain avec Médecins sans frontières et des géomaticiens qui étaient à Montpellier, mais aussi ailleurs dans le monde, pour reconstituer des cartes. Alors là, c'était des cartes de progression de l'épidémie. On l'a fait aussi au Népal. Au Népal, c'était le séisme, et là, c'était des effondrements, des maisons qui étaient cassées, tout ça. Donc là, c'était une autre dimension. Mais la participation au logiciel libre, c'est très citoyen. OpenStreetMap, Wikipédia, Linux, c'est tout à fait ça par rapport aux 4 libertés.
Sur Wikipédia, j'aimerais juste une réserve, c'est qu'on se retrouve avec un nombre d'experts qui peuvent publier des conneries qui sont assez aussi saisissants. C'est aussi surprenant dans certains cas, c'est qu'il y a un problème après d'autocontrôle là-dessus, on ne va pas comparer non plus avec ce qu'était quand on était gamin tout l'univers ou l'Encyclopédia Universalis non plus. On l'a acheté sur CD à l'époque, on l'a piraté dans le meilleur des cas. Il n'y avait pas l'équivalence, mais c'est vrai qu'effectivement, je reconnais que Wikipédia est un super outil. L'inconvénient de Wikipédia, c'est justement, quelque part après, la non-véracité de l'information qui est dessus et le poids que l'on lui donne dans certains cas. Après, sur le fait qu'effectivement l'intelligence collective sera toujours plus forte qu'une intelligence de taille restreinte, ça c'est une évidence. Si on prend quand même malgré tout bon, l'histoire des serveurs, de ce qu'on disait, entre des serveurs Windows pour être très technique et des serveurs Linux, oui effectivement on a tous vécu le moment où il y avait des failles de sécurité béantes dans un cas, mais il y en a aussi dans l'autre. La différence n'étant pas l'absence de sécurité d'un côté chez Microsoft et la totale sécurité de l'autre, mais la vitesse des corrections. C'est une différence fondamentale. La faille existe puisque le code est apparent, tout le monde n'est pas issu d'une volonté ou animé d'une volonté totalement bienveillante dans l'usage. Je vous donnerai juste un petit exemple. Aujourd'hui, pour faire un site internet, la technologie la plus utilisée au monde, c'est une solution libre qui s'appelle WordPress, qui en termes de sécurité est un vrai gruyère. C'est une véritable saloperie en termes de sécurité. C'est-à-dire que vous vous retrouvez du jour au lendemain sans savoir pourquoi, avec un site qui ne fonctionne plus. Ce n'est pas absolument pas la faute des gens qui font évoluer WordPress, mais on détecte des problèmes de sécurité de manière, je dirais, exponentielle depuis 2 ans. Tout simplement parce que, effectivement, l'ouverture du code fait que, quelque part, les gens se jettent à corps perdu dans une faille, ils ne sont pas animés de bonnes intentions. D'autres la corrigent aussi vite, mais ça oblige en permanence cette course à l'échalote à ce niveau-là. Alors quand on est effectivement sur un site qui a un usage relativement, je dirais, modeste, c'est pas très grave. Moi j'ai vu des sites d'avocats à Béziers, dont je tairai le nom, se retrouver avec des pages quand même qui vantaient les mérites du Viagra ou de la vente de produits illicites. Effectivement, en tant que juriste, vous comprendrez aisément que ça la fout un peu mal. Et en l'occurrence, l'avocate n'était absolument pour rien, son prestataire lui avait suggéré cette solution qui au demeurant est excellente, sauf que faut penser qu'il faut appuyer tous les jours sur le bouton de mise à jour, et ça revient un peu à ce que tu disais, c'est que avec la meilleure volonté du monde, on ne transforme pas l'utilisateur en un informaticien. Donc c'est vrai qu'à un moment, il faut remettre aussi les choses en perspective et savoir où est le juste milieu. Si effectivement, le système, on parlait d'outils, encore une fois, un outil de bureautique, je te l'accorde et je vais mettre le pro aussi longtemps que toi à passer de l'un à l'autre. L'économie d'échelle qui consiste à dire on va réduire un coût de budget pour le passer en budget formation n'est pas une économie, puisque finalement on aura dépensé la même chose, c'est dans le temps qu'on ira. Je ne suis pas sûr que les personnels administratifs à qui on dit on change vos habitudes, vous fonctionnez comme ça depuis des années, on vous change ça de manière unilatérale et décidée, soit toujours aussi motivés par le changement. Ça reste à démontrer au niveau sociologique que les gens aient une adoption du changement aussi forte. Mais par contre, là on est sur des outils d'usage ponctuels et finis. Quand on est sur de l'hébergement et des failles de sécurité, c'est toujours un peu plus délicat. Et c'est vrai que malheureusement, les technologies, plus elles sont ouvertes, plus quelque part elles offrent le flanc. C'est ainsi. Dans la mesure où la correction suit derrière, ça ne pose aucun problème. Mais les technologies ouvertes qui ont été victimes de leur succès ont ce point-là comme élément, malheureusement, en contrepartie. C'est un fait, hélas, qu'on voit tous. Après, soyons clairs, jusqu'à preuve du contraire, je crois que Apple et Google utilisent aussi des noyaux Linux bien souvent. Donc c'est vrai que ce sont d'énormes contributeurs à ce niveau-là, parce que maintenant, on atteint un cap d'usage normé et de quelque chose qui fait quelque part sens. On utilise tous des langages de programmation qui sont des langages issus du libre aussi. Ça ne remet pas en question. Mais attention malgré tout aux faux amis avec le risque sécuritaire. Tout le monde n'est pas animé de bonnes intentions. En fait, oui, il y a beaucoup d'idées un petit peu préconçues qui circulent dans un sens comme dans l'autre, un pro ou contre libre. L'une des plus fréquentes que j'entends, c'est le logiciel est gratuit. Enfin, le passage au logiciel, c'est bien, c'est une économie d'échelle, c'est gratuit. Je ne suis pas d'accord. Même si je suis pro-libre, même si j'ai aidé quand même un certain nombre d'entreprises à faire la migration, le coût est en fait à peu près constant. Il est simplement réparti différemment. Et un des anciens patrons qui lui avait fait appel à moi m'avait dit en fait, à coût constant, je préfère investir dans la formation des êtres humains chez moi que dans du logiciel. Voilà, c'est une histoire de valeur, de placement d'argent, plus que réellement de gratuité. S'il y a des chefs d'entreprise parmi vous, je suis désolé, vous ferez très peu d'économies en passant au libre.
mais vous aurez des employés mieux formés. Alors, je voudrais rebondir sur justement la formation au logiciel libre. Je vous l'ai dit, je suis juriste, j'ai rien à voir avec les informaticiens, je ne sais pas coder. Je ne veux d'ailleurs pas apprendre à coder parce que tout simplement, je trouve que c'est un peu difficile et que, à mon âge, mon temps est mieux utilisé si je contribue là où je sais contribuer, là où j'ai des capacités. Je suis totalement nulle en informatique, une excellente bêta-testeuse pour les informaticiens, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils mettent au point quelque chose, si j'arrive à l'utiliser, alors c'est que tout le monde peut l'utiliser. Et pourtant, je suis passée, oui, Quentin, tu ris, tu peux le dire, toi qui m'as installé Linux et certains logiciels libres. En fait, effectivement, j'ai appris à prendre en main des logiciels libres. C'est par volonté d'utiliser des logiciels, d'avoir quelque part, comme je vous le disais, ma souveraineté numérique. Ça n'a pas vraiment été plus difficile qu'un logiciel privateur ou close source. En fait, ça m'a demandé de m'adapter. Mais quand vous passez d'une version de Word à une autre version, vous avez besoin, vous aussi, d'un temps d'adaptation. Donc je crois que c'est en fait un faux problème. L'enjeu, il est plus effectivement dans où sont mes valeurs, lesquelles je privilégie, comme tu le disais pour la formation quand on est un chef d'entreprise, et pour un individu, est-ce que je continue à... Pour moi, vraiment, apprendre l'utilisation de l'informatique, c'est comme au Moyen-Âge, apprendre à lire et à écrire. Au Moyen-Âge, on avait des gens qui savaient lire et écrire et qui lisaient ou écrivaient pour les autres. Nous, on a des informaticiens qui nous ont créé des logiciels, et au départ, c'est eux qui savaient les utiliser. Petit à petit, on a appris, mais il nous appartient d'apprendre à continuer de savoir lire et écrire dans un monde moderne, et donc de savoir utiliser l'informatique. Oui, après le parallèle avec le Moyen-Âge, bon, je n'irai peut-être pas jusque-là sur l'apprentissage de la lecture et l'écriture. Il y avait peut-être aussi une volonté que le moins de personnes possible sachent lire et écrire pour conserver une part de pouvoir à des moments aussi. Après, voilà, ne confondons pas l'usage et l'apprentissage et la transmission d'un savoir. Apprendre à utiliser un logiciel, c'est pas une transmission de savoir par égalité, mais presque. C'est être autonome et ne pas se marginaliser, on va dire, par rapport à la société. Il y a 40 ans, effectivement, voire même il y a 30 ans, l'usage de Word n'était pas tout aussi répandu, l'usage d'Excel ne l'était pas. On n'était même pas sous des technologies graphiques, encore que les premières ont fait quand même leur apparition au début des années 80, donc on avait quand même des vagues assez particulières. C'est vrai qu'effectivement, là on peut refaire après toute l'histoire de l'appropriation de l'informatique par le grand public. On est juste aujourd'hui dans une appropriation accélérée de par l'avènement d'un petit élément qu'on a tous oublié dans nos propos qui s'appelle le mobile, qui a aussi renversé complètement la donne. C'est-à-dire qu'effectivement il y a une différence entre l'appropriation d'un logiciel en soi qui a une finalité quel qu'il soit, et c'est vrai que quand on le retourne et quand on en reparle, on est quand même sur des usages qui sont, grosso modo, je parle bien de logiciels, on a bien parlé de bureautique, donc je tape un texte, je fais des comptes, ou j'envoie un mail, que ce soit un Thunderbird, un OpenOffice, un LibreOffice ou autre, ou une suite Microsoft, ou même une vieille suite Apple, l'usage reste le même. Là, on parle de technologies qu'on nous a mis sur la table, que sont les tablettes, ou que ce sont les smartphones, qui sont un usage de communication, donc on n'est pas dans le logiciel, où là, quelque part, le choix de comment fonctionne mon téléphone, je ne l'ai pas. Quand on était en train de former du personnel sur Word et Excel, comment marchait l'ordinateur n'avait pas un intérêt capital en soi. Je pense que très peu souvent, on a eu qu'en formation bureautique, à montrer à quelqu'un comment on démonte un ordi et comment on change les composants. C'est vrai que là, quand je reparle du parallèle social dont tu parlais en préambule tout à l'heure, effectivement, on est en train d'expliquer aux gens que vous avez un téléphone dont la finalité première, jusqu'à preuve du contraire, resterait à la base de téléphoner. Effectivement, quelque part, à la limite, si on veut limiter les risques, prenez un appareil photo numérique, isolez vos données, vous aurez encore moins de risques. Très clairement, allez demander aux gens de démonter leur téléphone pour changer
ou recompiler le noyau ou faire ce genre de manipulation, on ne demandait pas la même chose à l'utilisateur informatique. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a aussi ce facteur-là, c'est le mobile qui a beaucoup changé les choses. Et le mobile, quelque part, c'est nous en tant qu'utilisateurs qui nous sommes jetés dessus. La tablette, c'est pareil, aujourd'hui on achète plus de tablettes que d'ordinateurs portables, donc c'est l'usage qui a évolué en ce sens-là. Effectivement, c'était aussi la réponse de la société de consommation que d'amener des nouveaux usages pour maintenir une valeur d'activité. Donc c'est aussi ce changement-là qui n'est pas tout à fait comparable avec l'épopée du Moyen-Âge et l'apprentissage d'un savoir. Parce qu'on est sur une accélération à ce niveau-là. On aurait donné un téléphone portable à des gens au Moyen-Âge, je pense qu'ils auraient très vite compris comment s'en servir, sans même savoir lire et écrire. Les enfants savent utiliser un téléphone sans pas forcément les rôles l'orthographe ou la lecture. Parce que c'est un usage, c'est pas un savoir. Je trouve ça vraiment dommage, à la limite, qu'il n'y ait à cette table, passez-moi l'expression, que des dinosaures qui ont connu l'époque pré-Internet. C'est-à-dire que, moi je vois, on a à l'IUT depuis quelque temps, là, des générations qu'on a appelées millénium, qui n'ont connu que ça. Et leur relation à la technologie est très différente de la nôtre, et je pense que leur témoignage serait très différent. Moi je vois, je parlais de mes deux petits bouchons là, de 9 et 11 ans, certaines remarques qui leur paraissent tellement naturelles ne le sont pas du tout pour nous. Un petit garçon de 9 ans ou 10 ans qui vous dit « mais attends, une tablette, c'est pour consulter des documents, c'est pas pour en créer », il a mieux compris l'usage de la tablette que les gens de la région qui en distribuent à tour de bras dans les lycées. Voilà, je suis un peu méchant, j'espère qu'il n'y en a pas d'ici, ils n'ont pas sponsorisé la soirée. Mais voilà, on a une réflexion par rapport aux technologies de gens qui ont connu la carte postale, la lettre, des fois le livre, voilà. Ces générations-là n'ont pas du tout la même relation à la technologie, ni même à la communication ou à la donnée. On a fait un rappel, on sort de conseiller de classe cette semaine, on a fait un rappel à notre promotion pour leur dire le moyen de communication officiel, c'est le mail. Pourquoi ? Parce qu'eux n'utilisent que Facebook. Et ils ont tendance à contacter les enseignants via Facebook. Vous voulez parler à la promo, vous faites un mail à tout le monde, les gens ne répondent pas. Ils ne lisent pas leur mail. Vous en venez à contacter le groupe Facebook des étudiants qui est tout à fait officieux. Donc à recentrer un petit peu ça, parce que notre métier c'est de préparer au monde professionnel, mais je crois que l'attitude est très révélatrice sur ce qui est en train de se passer. Et c'est un petit peu dommage que cette voie-là manque à la table. Si tu restes sur le ton d'anecdote aujourd'hui, tu prends l'usage d'un pré-ado avec un téléphone, il suffit de regarder un relevé, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus de SMS que d'appels. Ils sont absolument hermétiques à la conversation, ils sont pas hermétiques au SMS, et encore que même le SMS aujourd'hui, on en arrive plus à communiquer sur de la messagerie instantanée de type Snapchat, sur certaines fonctions, qui sont pas utilisées pour nous, que du simple fonction d'appel ou autre. Encore une fois, on est sur de l'usage, on n'est pas sur du savoir, effectivement. Et c'est vrai que là où je te rejoins à 100%, c'est que j'ai jamais vu effectivement un ado utiliser une tablette pour autre chose que consulter un film et éventuellement un document ou quelques recherches, mais en aucun cas il n'ira plus loin. Mais bien sûr, ce n'est pas des supports de création, ce sont des supports de consultation, c'est évident. C'est pas gentil de surveiller les consommations des ados, ce que tu fais. En fait, et regarde les correspondants, mais c'est légitime. Mais non, tout ça pour dire que les données sont essentielles. Quand on héberge des données, on en parlait tout à l'heure, faut faire très attention sur la longueur des informations. Faut savoir, tout à l'heure on parlait un petit peu de l'informatique, des machines et tout ça. On fait aussi des géréparties pour un peu montrer ce que c'est les systèmes, ce que c'est le matériel et tout. Mais pour revenir sur les données qui sont hébergées de façon temporaire sur des serveurs, n'ayez aucune crainte, ces données sont sur des disques durs. Et en fait, elles existent tout le temps. Même si vous les effacez, si vous cochez simplement, elles existent tout le temps. Donc toutes les informations que vous avez, et le gros problème c'est celui-là, toutes les informations que vous avez et que vous mettez en ligne, elles existent tout le temps, quoi. Alors le problème c'est pas qu'elles existent ou pas, le problème c'est de faire le tri. Par exemple, moi j'ai envie de donner mon image à Facebook,
bah, c'est moi que ça regarde, finalement. J'ai envie de donner mon numéro de téléphone à Google, il va en profiter pour prendre tout mon carnet d'adresses. Ça, c'est pas normal. Donc, mais c'est mon choix. Si je veux donner mon téléphone à Google, c'est mon choix. En tant que président de l'association Mon Peu Libre, évidemment, mon numéro de téléphone, vous l'avez de partout. Mon mail aussi. Et puis l'URL, enfin l'adresse du site, vous l'avez de partout. Ma photo aussi. Mais ça, c'est pas un problème. Mais par contre, il faut savoir un petit peu comment ces informations, à qui vous les donnez. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que si je donne ma photo à Facebook, je ne veux pas que Google ait ma photo. Si je donne mon téléphone à Google, je ne veux pas que Facebook ait mon téléphone. Et en fait, ils partagent tout ça. Et moi, je ne suis pas au courant. Enfin, j'ai signé en bas les 30 pages et tout ça. C'est très important. Et après, pour revenir sur le matériel informatique, c'est très important aussi. On en a fait l'année dernière. Donc, ça s'appelle des jerryparties. Vous avez un jerrycan qui est vide. Vous avez un ordinateur, vous démontez l'ordinateur et vous sortez des éléments de cet ordinateur. Ça permet de comprendre un petit peu comment il fait l'ordinateur, les pièces essentielles, disque dur, carte mémoire et carte mère. Et ensuite, au passage, évidemment, on vire tous les systèmes propriétaires. On y met du Linux, on met Bluetooth. Donc, il y a des ateliers qui sont très simples à faire. Alors, je vais vous proposer, si tout le monde l'accepte, qu'on passe aux questions de la salle. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect éducation et utilisation de masse qui justement tue dans l'œuf les logiciels libres. Ça a été abordé en début de table ronde. Le gros problème, justement, je viens de le dire, ce qui fait que le logiciel libre et autres alternatives qui ne sont pas forcément libres d'ailleurs, ne marchent pas, c'est principalement à cause de l'éducation populaire, enfin l'éducation de masse et l'effet mouton qui en suit, c'est-à-dire que en fait, puisque tout le monde utilise un logiciel, tu es obligé de l'utiliser aussi. Je suis juste pas d'accord. C'est pas parce que tout le monde utilise un même logiciel que tu es obligé de suivre le moule, que c'est la solution universelle. Et ça me pose un sérieux problème en tant que défenseur du logiciel libre. On a trouvé le bon micro. Donc, en fait, malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas si simple. C'est-à-dire que, bon, on parle de données, on parle de logiciels, on ne va pas ouvrir tous les débats de l'informatique ce soir, mais on a un problème de format. C'est-à-dire que ne pas être compatible avec les gens autour vous isole forcément. Et le principal intérêt de la donnée, généralement, c'est soit de la conserver, soit de l'échanger. Donc, si votre environnement autour vous propose des formats incompatibles, c'est très difficile de migrer. Maintenant, il est vrai que les logiciels libres, et ça, heureusement, se sont énormément intéressés à ces formats, ont intégré à la fois des formats libres et des formats propriétaires, ce qui rend la migration simple. Donc, oui, il est beaucoup plus facile de migrer maintenant qu'il y a quelques années, et je pense que maintenant, c'est devenu principalement dépendant de deux aspects, la volonté et le temps. C'est-à-dire qu'il faut en avoir envie. De toute façon, on ne fait pas boire un même qui ne veut pas boire. Et surtout, il faut y accorder le temps, c'est-à-dire se dire que, oui, pendant une certaine petite durée, vous ne serez pas aussi efficace qu'avec vos anciens logiciels, le temps que la courbe d'apprentissage se fasse, tout simplement. D'autres questions ? Oui, on parlait de Google. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite liste des moteurs de recherche alternatifs qui sont efficaces aujourd'hui? Alors efficace, déjà le premier critère qui rendra un moteur de recherche efficace, c'est la taille de sa base de données. Donc c'est le nombre de documents, de pages qu'il va indexer. On peut considérer que Quant, qui est une initiative européenne, est un moteur de recherche efficace.
Après, effectivement, ce qui a été dit, c'est que beaucoup d'alternatives existantes ne sont pas des vrais moteurs de recherche, si je puis me permettre. Ce qu'on va appeler des métamoteurs, c'est-à-dire des filtres sur Google. On peut même imaginer qu'en changeant de navigateur, Internet, en passant par des outils comme Tor ou des choses comme ça qu'on n'a pas citées, on va utiliser Google sans donner trop de détails. Dans la réalité des faits, au plan mondial, hormis la volonté russe et chinoise d'isolationnisme, on va dire, qui les caractérise dans plein de cas, Google reste quand même la référence au plan mondial. L'algorithme de Google, tel qu'il fonctionne, a été mis en ligne il y a quelques années, pendant quelques jours, par une personne qui avait fait une thèse à Iran. Ça a disparu aussi vite pour comprendre comment ça marchait. Mais clairement, c'est-à-dire que les vraies alternatives ont existé au début dans les 2000, elles ont quasiment toutes disparu pour des raisons purement économiques. Voilà, très clairement. Donc c'est vrai qu'effectivement, on a Quant au plan européen, DuckDuckGo effectivement qui va exister au plan américain. Après, pour vous donner un exemple du fonctionnement américain, c'est pas forcément aller vers du mieux, c'est juste un constat. Faut savoir que quand vous faites une recherche produit, parce que l'Internet est quand même un support consumériste, il y a beaucoup moins de recherches produits faites aux États-Unis sur Google que sur Amazon, par exemple. On a plus tendance à chercher de l'information sur un produit, quel qu'il soit, aux États-Unis sur Amazon que sur Google. Donc on voit déjà que la migration de l'outil ne va pas se faire sur sa qualité, mais sur l'usage de l'Internet. Donc très clairement, passer ces alternatives-là, elles n'ont pas la taille critique. Donc elles sont toutes malheureusement contingentées au fait qu'elles n'ont pas les tailles de serveur, la capacité d'aller indexer les pages. Donc malheureusement, depuis grosso modo, je pense, 5 à 7 ans, il n'y a plus de vrais moteurs de recherche alternatifs qui existent pour ces raisons-là par pays. Donc on vous a parlé de Quant pour l'Europe, de DuckDuckGo pour les États-Unis. Vous avez aussi des filtres, vous a-t-on dit. Moi j'utilise un filtre qui s'appelle à Google, qui s'appelle Lilo, qui n'est pas un moteur de recherche libre à ma connaissance, en ce sens qu'il ne respecte pas cette liberté. On ne voit pas le code source. Par contre, c'est un filtre qui me permet d'avoir des recherches de qualité. En fait, il respecte ma vie privée. Et la moitié, c'est une régie publicitaire qui donne la moitié de ce qu'elle reçoit à des actions humanitaires ou écologiques. Et moi, ça me va comme alternative. On est d'accord qu'on parle d'alternatives que vous utilisez vous dans la recherche, mais qui en réalité sont basées sur la base de données de Google. Absolument. Voilà, c'est bien ce dont on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est quand même hégémonique sur sa capacité à prendre en compte du contenu, et la taille de l'infrastructure fait que par essence, elle est incontournable et inconcurrençable par une initiative, qu'elle soit, je dirais, basée sur du don public ou de l'argent public, ce qui revient sensiblement au même. L'initiative Quant, c'est un demi-milliard d'euros qui a été investi à ce jour, ce qui en fait un moteur très performant, très pertinent, mais quand même tout peu utilisé. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, c'était pour ajouter une précision à propos de Google par rapport à Quant. C'est que Google vous trace partout et adapte ses réponses à votre cas, enfin, à votre personne, à vos recherches, à vos mails qu'il a lus, à tous les cookies, toute sa régie publicitaire et Google Analytics, etc. Donc quand on change de moteur, on va trouver que les résultats ne sont pas bien, ne sont pas bons, parce que on a l'habitude des réponses de Google qui sont faites pour soi. Mais d'un autre côté, Google vous enferme dans ce qu'il pense que vous voulez chercher, qu'il pense, qui vous répond un peu ce qu'il veut, et qui vous enferme dans une bulle. Moi, je vais chercher quelque chose, vous allez chercher quelque chose, et on n'aura pas les mêmes mots-clés, nous n'aurons pas du tout les mêmes résultats. Et ce qui fait que ça ferme aussi la taille du web. Ça permet ça fait. Ben non, parce que du coup, moi, j'aurais pas accès. Si je cherche quelque chose sur Google, je n'aurai pas les mêmes résultats que vous. Donc du coup, je ne verrai pas toute la partie du web que vous voyez. Alors en fait, c'est un phénomène qui est assez connu et qui a été particulièrement visible aux dernières présidentielles. C'est-à-dire qu'en fait, les réseaux sociaux favorisent forcément
les apparitions de messages de gens avec qui vous avez des contacts, soit au degré 1, soit au degré 2, soit au degré 3. Idem pour tout ce qui va être moteur de recherche sur lequel vous avez un compte et sur lequel vous avez d'autres informations que vous leur fournissez. Et donc en fait, aux dernières présidentielles, il s'est avéré que beaucoup de gens étaient persuadés que leur parti politique allait gagner au premier tour. Parce qu'ils ne voyaient que les messages de gens qui pensaient conformément aux mêmes idées, aux mêmes principes politiques. Et donc, c'est malheureusement, vous avez tout à fait raison, hein, c'est un phénomène qui est existant. Alors, est-ce que ça réduit la perception du web? Bon, il faut savoir que elle est déjà réduite de base par l'usage d'un moteur de recherche, hein, qui est loin de tout indexer. Voilà. Et puis, simplement, vous pouvez très facilement décocher votre compte et retrouver une recherche qui est neutre. Vous vous déloguez, vous allez passer sur une recherche qui est neutre, mais très peu de gens le font. Donc là encore, pour moi, c'est de l'éducation à ces nouveaux médias. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'il y a un biais d'observation lié à ce qu'on sait de vous au moment où on présente la recherche. Même déloguer. Si. Le référenceur que je suis dans le métier essaie de référencer les clients des PME qui se plaignent justement de ce facteur-là, que c'est très compliqué pour nous. Vous imaginez, quand nous on voit un résultat, quand nos clients disent regardez, vous êtes bien sur la première page de Google, que lui se cherche et ne s'y voit pas. Donc je suis tout à fait de ton avis sur le délogué qui aide à ce niveau-là. Mais il y a deux choses. Quand je dis démultiplier, c'est qu'on démultiplie la façon dont les résultats sont affichés, donc ça veut dire que tout le monde ne voit pas la même chose. Donc déjà, ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce phénomène-là? Que ce soit alors, le phénomène Facebook qui est très connu, qui est effectivement de fait par aspect affinitaire, on voit de plus en plus les gens que l'on voit de plus en plus. Alors les serpents se mordent un peu la queue, mais si on demande à changer ou à réactualiser la page d'accueil, on arrive à avoir des choses plus différentes. Au niveau du moteur de recherche, c'est tout simplement parce que quelque part, on essaie aussi de vous amener des réponses en fonction de vos centres d'intérêt. Alors après, la question bête, elle est très simple. Qui va au-delà de la première page des réponses? Déjà, en règle générale, on va arriver à une partie de la problématique. Allez vers la deuxième ou la troisième, où vous verrez des réponses qui bizarrement sortent du carcan habituel dans lequel on va d'habitude. Et c'est vrai que de toute façon, si jamais vous n'aviez pas cette personnalisation-là qui était faite à ce niveau-là, quelque part, vous utiliseriez moins l'outil. C'est pour ça qu'ils le font, c'est pas pour une volonté, je dirais, de masquer une part de la réalité. Déjà, tu as raison, elle n'est pas exhaustive par essence. Et deuxièmement, c'est vrai qu'effectivement, on a le moyen d'affiner de la recherche. Après, c'est sûr qu'effectivement, quand vous avez l'habitude d'aller sur une page de résultats, il y a un exemple qui est tout bête, vous cherchez souvent dans Google, étonnamment, vous allez voir votre site internet en premier. Bon, encore une fois, moi je le fais à part faire plaisir à ma mère, ça sert à rien. Hein. Mais c'est juste un problème d'ego, celui-là. Mais par contre, sur le phénomène dans les faits, vous sortez de la première page, vous allez vers les pages un peu plus profondes, vous allez voir c'est un autre monde qui s'ouvre, et quelque part, en démultipliant des résultats différents par personne, justement, on a encore davantage affiné pour l'utilisateur, on ne l'a pas contingenté, on lui a juste donné une information de meilleure qualité, telle qu'il va en prendre. J'entends, chacun défend son point de vue, c'est le but aussi. Hein. Oui, bonsoir. J'ai bien compris que Google, au début, avec Android, c'était vraiment sortir Microsoft, c'était fantastique, et qu'effectivement, le succès a fait que, bon, on en arrive là, et donc le libre est arrivé, une sorte de petite rébellion face à tout ça, mais la rébellion, elle peut aller jusqu'où? Alors, bon, là, je vais encore une fois répondre le premier. N'hésitez pas, piquez-moi le micro. Donc, je peux répondre dans mon cas, elle peut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, pas de licence Windows, pas de logiciel Windows, une vie complète sous Linux, avec y compris tous les aspects professionnels. Donc, moi, je suis chercheur, donc ma recherche se fait basée sur des technologies Linux, hein, je suis roboticien. Et avec des déploiements, enfin un déploiement de serveur qui me permet d'avoir les mêmes fonctionnalités que Google Drive, Google Calendar, etc. Maintenant, comme je disais, voilà, je suis un prof de réseau, je suis quelqu'un d'initié à la chose. Une entreprise pourrait facilement le mettre en place. Un particulier, je pense que ça demanderait quand même un temps certain. Alors, pour les particuliers, je suis l'exemple d'un particulier qui est aussi chef d'entreprise, mais d'une TPE, qui est passé au logiciel libre, avec le bémol que je vous ai donné pour Lilo. Mais j'ai fait ma migration en fait en 5 ans
pour être complètement sur du libre, et j'ai été accompagnée par mon pôle libre. Seule, je n'y serais pas arrivée. Je voudrais répondre à la question jusqu'où la rébellion peut-elle aller. Ne nous trompons pas, la rébellion, elle ne vient pas du libre, elle est à l'inverse. Au départ de l'informatique, tout le monde s'échangeait des fichiers, tout le monde se donnait des données, tout le monde était en état d'ouverture. C'est dans les années 80-90 qu'on a fermé les choses avec des contrats qui ont enfermé les personnes et que les États-Unis se sont retrouvés, là aussi une question qu'on n'a pas posée mais qui interroge en fait l'humanité tout entière. Il y a un pays qui s'est retrouvé leader dans cette activité et qui a imposé à 2 milliards d'individus un certain nombre de choix. Donc voilà, simplement, cette rébellion, c'est pas une rébellion, c'est en fait une constante de l'informatique. Et oui, c'est possible d'aller jusqu'au bout, qu'on soit un particulier ou une entreprise. Non, j'entends bien. La rébellion, c'était un peu sens figuré. J'entends bien ce que vous dites. Moi, je suis passé sur Ubuntu il y a quelques temps. Là, ça bug un petit peu, donc je vais revenir demain matin pour l'installer, etc. Mais il n'empêche que, voilà, j'ai abandonné Apple quand ça a sorti. Maintenant, j'étais sur Android depuis quelques temps. Et je suis quand même obligé de passer effectivement par Google, quand même. J'ai du mal à sortir quand même du système. Par exemple, le développement d'Ubuntu sur les portables, les mobiles, au téléphone, c'est pas encore au top du top. Il y a eu quelques petits essais sur le truc. Ça va plonger. Cette rébellion-là, il faut, moi je dis rébellion, le fait de ne plus vouloir bosser avec Google. Moi, c'est un peu ça, plus le côté rébellion qui est apporté par effectivement la possibilité de revenir à un logiciel libre. Et ce logiciel libre, il est quand même difficile de vouloir s'en sortir. Et c'est pas simple de se retrouver éventuellement un petit peu dans un Larzac au milieu d'un monde où tout le monde roule sur le même chemin, quoi. Mais déjà, effectivement, comme vous l'avez présenté tout à l'heure dans votre propos, vous présentiez effectivement à juste titre, Google alors était ou non la réponse à Microsoft. On pourrait imaginer, est-ce que c'était la réponse à Apple? Parce que quand on regarde au niveau des mobiles, on est plutôt Apple contre Google, et effectivement, on est prêt à mettre des fortunes dans un téléphone, quoi qu'il en soit. C'est vrai qu'effectivement, il faut penser quand même qu'on a des outils voilà, dont on peut déplorer dans certains cas le manque d'ergonomie, parce que tout simplement, c'est pas pensé pour l'usage du plus grand nombre. C'est pensé pour un usage d'initié. C'est toute la différence. Et qu'est-ce qui a fait le succès d'Apple? C'est le fait que n'importe qui pourrait s'en servir. Voilà, c'est aussi ce paradoxe-là, c'est que quelque part, d'un côté, c'est utilisé par le plus grand nombre, de l'autre côté, c'est restreint à une communauté qui a un niveau d'expertise, ce que tu présentais tout à l'heure. Je me retrouve parfaitement dans ton propos. On peut, nous, mais est-ce que le plus grand nombre peut? C'est ça la question. Alors, je suis vraiment pas d'accord avec toi sur ce point. Effectivement, il y a beaucoup d'initiés, et ça a commencé comme ça. Mais ça, c'était avant, comme on dit dans la pub. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des gens comme vous, comme moi, qui ne sont pas des informaticiens et qui allons vers le libre. On est allé au Paris Open Source Summit avec Pascal. Paris Open Source Summit, c'est un congrès qui a lieu à Paris, comme le nom l'indique, et qui regroupe des gens de l'open source, que ce soit des communautés de développeurs de logiciels libres, des entreprises qui aident à la formation, à la migration au logiciel libre, des écoles. Et il y avait un village de juristes, la Legal Tech, parce que effectivement, la question de ce qu'on fait avec nos données dans des métiers qui sont sensibles, comme les métiers du droit, est importante. Et parce que aussi, les juristes se rapprochent de plus en plus des libristes pour les aider à faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, voilà tout un village de personnes qui ne sont pas des informaticiens, qui s'intéressent au libre, qui travaillent et veulent proposer des logiciels libres. Dans la démarche, il y a effectivement l'acceptation que son logiciel ne sera peut-être pas ergonomique. Au départ, c'est gênant, mais après, on l'intègre comme un donné, c'est-à-dire, c'est quelque part le prix à payer, au départ, le prix à payer pour pouvoir utiliser un logiciel qui ne pompe pas ses données, qui va être plus adapté et sur le développement duquel on va pouvoir influer. Mais très rapidement, on passe outre ça.
Parce que l'ergonomie, en fait, dans notre usage, c'est pas la chose principale. Et sachant pourquoi cette ergonomie n'est pas développée. On vous l'a dit, les développeurs, les financeurs principaux du monde du libre, ce sont des privateurs. Ce sont Google, Microsoft, etc., qui financent un maximum le libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils donnent de l'argent au libre pour que le libre développe des bouts de code. Quand ces bouts de code sont développés, ils les reprennent, ils les utilisent, ils les intègrent à des logiciels qu'ils font payer à la majorité. Et cet argent qu'ils ne mettent pas sur le développement, ils peuvent le mettre sur l'ergonomie, chose que ne fait pas le libre. Alors, là encore, nous, en tant que citoyens et que consommateurs ou que consommateurs, on a le choix entre dire, eh ben, on favorise ça ou on fait différemment. Mais c'est un vrai choix. Et ce choix-là, chacun peut poser le curseur où il veut. Pour certains, ça sera avoir un usage simple et ludique. Pour d'autres, ça sera avoir un usage éthique. Et puis on peut bien sûr placer le curseur au milieu. Si on veut un usage éthique, alors on est obligé de passer au-dessus du fait que c'est peut-être pas aussi simple qu'on le souhaiterait, aussi ludique qu'on le souhaiterait. Et il faut justement influer dans les communautés pour que ça devienne plus simple, plus ludique et plus ergonomique. Donc on doit trancher entre l'ergonomie et le libre. On ne doit pas trancher. Je dis que souvent, on est amené à le faire. C'est pas une donnée, ça dépend de tous les logiciels, de toutes les applications qu'on va utiliser. C'est pas obligatoire. C'est un état de fait. Franchement, quand tu es utilisateur de base, souvent tu te dis, j'avais d'autres habitudes, et tu te dis c'était plus simple avant, mais c'est pas vrai. C'est un simple sentiment. J'entends. C'est un choix. Moi, je pense que le logiciel libre, Linux en général, par rapport à Windows, on pourrait comparer Linux, Ubuntu, on en a parlé. Je trouve que ergonomiquement, voilà, ça vaut un Windows, un macOS. Pour moi, c'est aussi bien présenté, c'est aussi ergonomique, ça marche aussi bien. Il n'y a pas forcément de problème particulier. Simplement, il y a des fenêtres. Pas quelques-uns, mais vous avez des associations comme Montpellier, on vient ici une fois par an, malheureusement, c'est voilà, mais on va ouvrir une antenne à Pézenas aussi, bientôt. Mais évidemment, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, Linux n'est pas enseigné forcément dans les écoles, et tout le monde a installé Windows ou macOS, et du coup, ben voilà, ou Android sur le téléphone. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand vous cherchez un utilisateur compétent, vous avez un problème informatique, vous avez plus de chances de trouver quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider sous Windows que sous Ubuntu. Et en plus, la différence qu'il y a entre Windows, macOS et Linux, c'est que comme c'est ouvert, les Linux, en fait, il y a un noyau Linux, mais des distributions, il y en a des centaines. Et à Windows, aujourd'hui, vous avez Windows 10, qui va bientôt passer, je pense, moi je le soupçonne, à un noyau Linux, parce qu'en fait, ça ne marche pas Windows. C'est plein de bugs. Donc, à un moment donné, ils vont passer à des choses concrètes, ils vont incorporer, c'est pour ça qu'ils ont acheté des distributions Linux, c'est parce qu'à un moment donné, la prochaine version va certainement être embarquée avec un noyau Linux, je le sens. Et macOS, en fait, macOS, c'est pas du Linux qu'il y a derrière, c'est de Linux. En réalité, c'est du BSD, c'est un petit frère de Linux. Donc, c'est pour ça qu'on rencontre des similitudes entre macOS et Linux, notamment sur la ligne de commande. Mais c'est pas plus difficile, hein. Franchement. Moi, j'ai initié des gens à passer sous Ubuntu dès le départ qui n'avaient pas ces habitudes de Windows et de macOS. Ils sont très bien passés. C'est très pratique, hein, ça marche très très bien. Oui, en fait, on en revient à la problématique de l'apprentissage en effet de masse. Et moi, en tant que référent technique de Montpellier, moi je me plais à dire, ma réplique préférée, c'est juste que les utilisateurs de Microsoft, ils ont tellement l'habitude de faire les choses de façon compliquée qu'ils ne savent pas les faire simplement.
effectivement, oui, passer à Linux va demander un réapprentissage. Mais moi, je peux vous assurer que quand je repasse sous Windows, je m'en mords les doigts à chaque fois. Mais l'apprentissage, moi souvent j'ai une image par rapport à ça, l'apprentissage de passer d'un environnement à un autre, c'est le même que de passer d'une Peugeot à une Renault, à une Volkswagen. En fait, l'outil le même. Hein, l'outil, c'est de nous conduire. On a un volant. Aujourd'hui, en fait, les voitures, ce sont toutes les mêmes. Hein. Comment le levier de vitesse. Et bien, pour un environnement, vous avez une organisation avec des fenêtres et des icônes, un curseur, vous cliquez. C'est la même chose. Hein, macOS, c'est la même chose. Hein. Ça marche pareil. Après, il y a des dimensions de liberté, d'ouverture de données. Après, c'est autre chose. Et, au niveau, vous êtes tranquille avec les virus, vous êtes tranquille avec les spyware, vous êtes tranquille avec un peu de trucs. Hein. Donc là, quand vous travaillez sous Linux, vous travaillez de fait. Hein. Dès que vous démarrez Linux, il n'y a pas de... Si, il y a des mises à jour de logiciels et des mises à niveau du système, évidemment, puisqu'il évolue, mais vous travaillez de suite. Avec Windows, ce n'est pas le cas. Il faut faire une mise à jour de l'antivirus, une détection de l'antivirus. Des frags, je crois que c'est oublié maintenant depuis quelques temps, mais vraiment, il y a des choses à dire par rapport au travail de Windows. De maintenance. De maintenance, oui, évidemment. Une dernière question. Sinon, on s'arrête là. Alors pour l'alternative par rapport au mobile, donc il y a eu une alternative, c'était Ubuntu, donc Ubuntu Phone. Il y a eu aussi Firefox OS. Et aujourd'hui, donc c'est Gaël Duval, je crois, j'ai oublié son nom, enfin c'est un Français, hein, qui a développé dans un premier temps Mandrake, ensuite qui a évolué sur Mandriva. C'est une distribution qui était KDE, enfin peu importe les détails. Aujourd'hui, il lance une alternative, justement, un développement pour un système qui s'appelle Hello, quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, hein, le modèle économique du logiciel libre, c'est un appel à contribution. Donc plutôt que d'attendre et de payer après soit des licences, soit en payant avec ses données, et ben on fait des appels à contribution. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'alternative à YouTube, qui est engagée par Framasoft, là, Gaël Duval, il me semble, a cherché sur Internet, demande des fonds pour développer justement un système pour téléphone portable. Alors, il semblerait que ce système soit basé sur Android quand même. Oui, il est déjà passé sous Linux. Donc après, comment c'est fermé, comment c'est ouvert, après il faut voir. Moi, je une petite question sur justement, tu parlais des téléphones, là, il y a des projets de libre qui ont été carrément abandonnés. Tu parlais tout de suite de Firefox OS. Au moment où moi j'ai voulu en acheter un, c'est dit c'était arrêté au bout de Comme 2 ans. Comme Ubuntu Fox. Ouais. Alors c'est dommage, pourquoi ça a été. On sait pourquoi tous ces projets libres sont avortés. Je pense que c'est un problème d'argent. Donc au départ, il y avait des appels à contribution, plus ou moins. Et puis après, si les gens ne versent pas dans la communauté, c'est-à-dire qu'on a besoin à un moment donné de développeurs. Ces développeurs mangent aussi, ont une voiture, un logement. Et donc, si on arrête de payer ou de participer au développement, bah, le projet coule, c'est évident. Mais il y a eu d'autres projets. KDE aussi a fait à un moment donné un premier projet pour... mais il y a plein de projets en fait sur le libre. Il y a plein de projets pour remplacer justement Android ou les autres, alors pire iPhone, quoi. Donc là, c'est pire encore. En fait, pour le modèle de management du libre, il est très simple. D'un côté, on a des contributeurs qui sont payés, qui sont des permanents. Et de l'autre côté, on a des contributeurs qui sont des gens comme vous, comme moi. Nous pouvons être contributeurs au libre et qui vont donner à un moment déterminé un peu de temps ou qui vont donner... qui vont pour certains donner 5 minutes une fois dans leur vie et pour d'autres donner un temps récurrent. Et donc il faut pour qu'un logiciel soit développé deux choses. Il
faut arriver à financer ces développeurs qui vont être des permanents pour qu'ils puissent continuer à alimenter, à abonder la dynamique du logiciel. Et il faut ensuite, et en plus, avoir une communauté d'utilisateurs, contributeurs, qui soit grande. Et si on n'a pas les deux phénomènes en même temps, alors le projet ne peut pas continuer. Par contre, quand les projets sont abandonnés, il y a des fondations qui les reprennent et qui proposent pour ces projets une seconde vie, comme un recyclage. Par exemple, la fondation Apache va collecter un certain nombre de projets et proposer aux gens de les soutenir sous forme d'argent ou sous forme de développement. Alors, pour reparler de la contribution et des contributeurs, en fait, tout le monde peut être contributeur. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de l'argent. Vous êtes contributeur, moi je suis contributeur. Il suffit simplement d'avoir une volonté. Des compétences, on en a tous. Des compétences en graphisme, des compétences en correction d'orthographe, des compétences en rédaction, par exemple. Donc il y a besoin de rédiger, il y a besoin aussi de traduire, il y a besoin de faire des boutons, des choses, du graphisme. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire que du code. Il y a aussi du code, il n'y a pas que ça. Donc le développement du produit, c'est tout le monde peut participer. Il n'y a pas forcément, si vous n'avez pas d'argent, vous contribuez, rien que le fait d'en parler, déjà c'est de la contribution. Donc ça c'est le deuxième volet, c'est pour revenir sur dégooglisant Internet. Donc ça c'est une première phase de Framasoft. La deuxième phase c'est Contributopia, donc c'est comment contribuer et prendre en fait l'importance que chacun d'entre nous peut être contributeur. Oui. Ça fait quelques années que je développe du libre et je peux vous dire que la meilleure façon de démarrer, si vous voulez contribuer, il ne faut aucune compétence informatique. Rejoignez un projet et dites-leur que vous êtes prêt à traduire en français. Ils vont vous envoyer un simple fichier texte avec des phrases, vous allez les traduire en français, vous allez les leur renvoyer et vous commencez à mettre le pied dedans. Et on a tous commencé comme ça à un moment par des petites choses. On ne s'est pas lancé du jour au lendemain dans des milliers de lignes. Donc ça ne demande pas forcément des grandes compétences en informatique. Voilà, vous pouvez apporter sur du graphisme, vous pouvez apporter sur de la traduction. Et c'est très honnêtement les compétences qu'on a le plus de mal à trouver dans le livre. Et vous pouvez même contribuer hors développement. Perso, ma façon de contribuer, c'est plutôt dans le management, c'est plutôt dans le droit, c'est aussi dans la communication, enfin la sensibilisation aux gens à travers des tables rondes, à travers des conférences, à travers des articles de journaux, enfin, ce qui est à ma portée, parce que le développement, c'est pas à ma portée. Beaucoup de personnes aussi, donc c'est pas le kiff ou c'est pas à leur portée, mais qui peuvent quand même contribuer. En fait, on peut tous contribuer à ces projets. C'est avant tout, je pense, des projets citoyens, en fait. Pour en revenir à Google et les différentes applications de Google, j'ai vu que tu parlais tout à l'heure de Framasoft qui avait fait, je crois, des équivalences, c'est ça? Ils donnent sur leur site web des équivalences des différents produits de Google, comme tu parlais tout à l'heure d'OpenStreetMap, qui paraît une équivalence de Google Maps. Ouais, par exemple, sur Framasoft, en fait, c'est reposé sur OpenStreetMap, et donc il y a une carte Framasoft, mais sinon, par exemple, une écriture collaborative, un pad, ça s'appelle, donc c'est Framapad. Par exemple, pour prendre des rendez-vous en commun, ça s'appelle Framadette. Hein, il existe un autre logiciel qui est privateur et qui récupère des données, mais aussi on peut contribuer à tout ça en hébergeant soi-même ces données à la maison. Par exemple, le pad, on peut l'héberger chez soi sur son serveur. Le DET, pour des prises de rendez-vous, on peut l'héberger chez soi aussi, pareil. Nous, à Montpellier, on a créé une réunion d'associations, donc c'est le BIB, hein, c'est un hackerspace à Montpellier, c'est ILOT, donc c'est une asso qui fait l'internet libre sur l'Hérault, et Montpellier.
On a appelé ça BIM, hein, B-I-M. Et donc c'est hébergé à Tournézy, à Montpellier, sur des serveurs d'OVA, qui est une entreprise d'hébergement de données. Et donc en local, on a réussi plusieurs assos à créer une écriture collaborative, à récupérer des applications web de Framasoft, les installer sur un disque dur qui est accessible. Si vous tapez BIM Pad et BIM Det, vous allez tomber sur les applications qui sont gratuites de Montpellier, qui sont hébergées à Montpellier. Voilà, donc vous pouvez le faire ici à l'IUT assez facilement, hein. Et puis après, il y a d'autres applications. Fab Lab. Alors, typiquement, il existe un Fab Lab, donc une association qui au départ est plutôt dédiée à la fois au logiciel libre et on va dire au côté un peu plus matériel, imprimante 3D, fabrication, open hardware. En fait, c'est une autre composante, l'équivalent du logiciel libre, mais sur l'objet lui-même. Et sur le Fab Lab, régulièrement, sur les nouveaux membres, à leur demande, on peut organiser des micro-formations, des prises en main ou les aider à installer. Si vous devez vous lancer sur la migration, moi c'est le conseil qu'on m'a donné il y a 20 ans quand j'ai commencé, c'est trouve un gourou, trouve quelqu'un pour t'aider au début. Ça vous fera gagner tellement de temps, ça vous donnera des bons réflexes, ça vous aidera un petit peu à démarrer ou bêtement à choisir le bon logiciel. Parce que le problème du logiciel libre, c'est que vous avez le choix. C'est l'avantage et c'est le problème. Quand on démarre et qu'on veut juste une interface et qu'on vous propose 50 interfaces différentes, toutes customisables, eh ben, il vaut mieux avoir quelqu'un qui vous dit commence par là. Voilà. Donc, si vous cherchez des gourous, tournez-vous vers le milieu associatif, n'hésitez pas. Les Fab Labs, bon, Montpellier Libre, bien évidemment, ILOT, vous en parliez tout à l'heure. Enfin, il y a toute une communauté de gens qui ne demandent que ça de vous aider. Donc, il ne faut pas hésiter, et le maillage sur le territoire est assez dense. Donc, on va clôturer cette table ronde. Un grand merci en tout cas à nos intervenants, Bastien Blanc d'IUT de Béziers, Guylaine Glaise de Cible Web et Myriam Criquet et Pascal Arnoux de Montpellier Libre. Encore merci à vous. J'espère que cette table ronde vous aura apporté des réponses à vos questions.